il faut quand même prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer. Et ce que demande aujourd'hui la France insoumise, c'est qu'on puisse, dans ce pays, faire l'éloge du Bataclan. C'est qu'on puisse justifier l'innommable, justifier les attentats qui, de Charlie Hebdo à l'hypercachère, ont endeuillé notre pays au cours des dernières années. La France a payé cher le terrorisme islamiste. Et aujourd'hui, l'apologie du terrorisme est condamnée en droit pénal et pas seulement dans le droit de la presse, justement pour cette raison. Et je crois que c'est absolument fondamental que cette ligne rouge reste fixée, qu'elle reste gravée dans le marbre, parce que le terrorisme menace encore notre pays. Et je voudrais dire que la question est d'une particulière gravité, justement à cause de son actualité. Moi, je me souviens que le 7 octobre, le nouveau parti anticapitaliste, qui a fait ensuite partie du nouveau Front populaire, qui fait partie de cette coalition avec la France insoumise, les socialistes et les Verts, le nouveau parti anticapitaliste a félicité le Hamas pour son action, a félicité le Hamas pour cette action terroriste, pour ces viols de masse, pour ces crimes contre des civils, a refusé de condamner ce qu'ils appelaient la résistance, a refusé même d'appeler à la désescalade de manière explicite dans un communiqué qui est toujours en ligne sur leur site. Donc oui, aujourd'hui, l'apologie du terrorisme, c'est une réalité dans le débat public dans notre pays. Et oui, c'est ce qui prépare la voie à la répétition des actes terroristes. La violence, elle a toujours quelque chose à faire avec la pensée, avec la vision, avec les mots qui la précèdent. Certains évoquent, François-Xavier Bellamy, tout haut à présent la nécessaire dissolution de la France insoumise, surtout après donc, cette volonté d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il faut combattre les yeux dans les yeux cette tentation qui monte aujourd'hui dans notre pays, cette complaisance avec l'islamisme, cet antisémitisme, ces actes précisément... Donc le débat des idées, il faut le combattre politiquement. De toute façon, on ne le fera pas disparaître uniquement par des interdictions techniques, juridiques. Il faut assumer qu'on a un combat politique à mener. Maintenant, ma vraie question, effectivement, elle s'adresse aujourd'hui à la gauche. Que font les socialistes ? Que font les socialistes pour défendre leur propre héritage? Parce que cette loi qui réprime dans le droit pénal l'apologie du terrorisme, elle a été portée par Bernard Cazeneuve. Elle a été votée à une large majorité au Parlement, mais elle était proposée initialement par des socialistes. Pour être objectif, certains socialistes en tout cas ont condamné fermement cette heureusement, proposition de loi. Mais ça suffit pas maintenant. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils rompent définitivement électoralement avec la France insoumise ? Ça fait longtemps que les socialistes, que la gauche font des leçons de morale et qui passent leur temps à répéter la nécessité du cordon sanitaire. Le cordon sanitaire, c'est là qu'il doit être aujourd'hui. La France insoumise, on ne peut plus considérer que c'est un parti comme les autres. Moi je suis pour la liberté d'expression, il faut le combattre politiquement, mais on n'a pas le droit de s'allier. On n'a pas le droit de s'allier avec un parti qui alimente cette dérive. Et moi je ne fais pas partie de ceux, et je le revendique, qui ont appelé à voter pour des candidats du nouveau Front populaire au deuxième tour des élections législatives. Je sais pourquoi je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je constate à quel point on avait raison de dénoncer la dérive. Elle est immense. Pardonnez-moi, elle est donc vous êtes en train de dénoncer une forme d'hypocrisie, ou en tous les cas d'opposition à géométrie variable de la Macronie. Je me souviens que l'ancien Premier ministre Gabriel Attal avait dit il vaut mieux pour faire barrage au RN quand même mettre un bulletin LFI. Aujourd'hui, il a évidemment dénoncé cette proposition de loi. Qu'en pensez-vous ? Mais encore une fois, il ne suffit pas de dénoncer. Il ne suffit pas de s'indigner sporadiquement de ce que dit ou de ce que fait la France insoumise. Maintenant, il faut reconnaître ce parti pour ce qu'il est, et ce parti devrait être l'adversaire de manière déterminée de tous ceux qui tiennent. Il est encore dans l'arc républicain. Encore une fois, pour moi, le sujet, c'est la responsabilité des partis politiques qui s'engagent dans la vie démocratique. On n'a pas le droit de faire une coalition quand on prétend défendre les principes fondamentaux de la vie de notre pays, de notre démocratie, de l'histoire de la France. On n'a pas le droit de s'allier avec un parti qui encourage l'antisémitisme, qui veut maintenant qu'on puisse faire l'apologie du terrorisme, avec un parti qui aujourd'hui fait le lit de toutes les violences qui traversent notre pays, qui le traverseront demain, si l'on n'y met pas enfin un point d'arrêt définitif. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ne compte rien laisser passer. Il saisit à chaque fois la justice, d'ailleurs, quand il y a des propos qui franchissent. Il a raison, dites-vous, François-Xavier Bellamy. Il a lancé aussi une guerre tous azimuts contre la délinquance d'habitude. Il en a parlé il y a quelques jours ici même sur CNews Europe 1, contre les narco-racailles, comme il les appelle. Vous connaissez bien l'homme et peut-être la méthode. Pensez-vous qu'il aura les moyens de ses ambitions, le ministre de l'Intérieur ? Mais je l'espère. Je connais bien Bruno Retailleau, en effet, et j'ai eu l'occasion de mener bien des combats avec lui, de le soutenir avec détermination dans son combat à l'époque pour la présidence des Républicains.
Aujourd'hui, je suis heureux qu'il soit au ministère de l'Intérieur. Et je crois que Bruno Retailleau, nous avons ensemble combattu pendant des années les ambiguïtés du macronisme. Il sait que la France doit sortir du « en même temps ». La France ne peut plus supporter l'ambiguïté. Il peut le faire au sein du gouvernement. Eh bien, je l'espère. C'est pour moi le sujet majeur pour l'avenir de notre pays. Il faut que Bruno Retailleau réussisse. Il faut qu'il ait les moyens, comme ministre de l'Intérieur, de mener à bien son projet. Et il faut que tout le monde, au sein du gouvernement, au sein de la majorité, comprenne ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Les Français attendent de la clarté. Les Français attendent de l'action. Ils attendent de la détermination. Et ils ne veulent plus de ces faux-semblants qui ont fait tant de mal au pays, notamment sur le sujet de la lutte contre la délinquance, de la lutte contre l'immigration illégale, de la lutte contre les narcotrafics. Pour ma part, au Parlement européen, je vais m'employer avec détermination, avec toute notre délégation, à lutter sur ces sujets-là qui sont aussi des sujets européens. Encore faut-il que le ministre François-Xavier Bellamy puisse poursuivre son action et que le gouvernement Barnier ne soit pas renversé à l'aune du vote d'une motion de censure votée donc par le RN. Marine Le Pen sera reçue dans quelques minutes à 8h30 par Michel Barnier. Est-ce que vous dites, comme d'autres, on l'a entendu à ce micro, si cette motion passe, eh bien ce sera la chienlit, ce sera une crise financière ou même une crise de régime. Est-ce que vous dites cela aujourd'hui ? Mais c'est sûr qu'on est devant une incertitude majeure sur le plan institutionnel. Si le gouvernement tombait demain, notamment sur le budget, personne ne peut mesurer aujourd'hui les conséquences possibles d'une situation comme celle-ci. Quel serait le risque ? Moi, je le dis depuis le Parlement européen où je suis au travail tous les jours. Beaucoup de nos voisins s'inquiètent de ce qui arriverait à la France si elle se retrouvait dans cette situation de dérapage de ses finances publiques, incapable de faire passer un budget. Et ce serait le signe, évidemment, d'une vulnérabilité politique qui s'ajouterait à cette immense vulnérabilité budgétaire dont peut-être les Français n'ont pas complètement conscience aujourd'hui. Mais qui est responsable de cette vulnérabilité budgétaire ? Est-ce que ce serait Marine Le Pen, François-Xavier Bellamy, si vraiment elle fait tomber le gouvernement qui serait responsable de ce chaos, ou est-ce que les artisans ou les ingénieurs du chaos sont à voir peut-être plus en amont ? La situation de quasi-faillite dans laquelle se trouve l'État aujourd'hui, elle est liée aux décisions aberrante, elle est liée au manque de courage, elle est liée au déni de réalité qui ont présidé à toutes les décisions que notre pays a connues au cours des dernières années. Et moi je vais vous le dire une chose toute simple, mais je suis fasciné par le climat d'irresponsabilité générale chez ceux qui ont fait la politique économique et budgétaire de la France depuis 2017, depuis 2012. On voit bien que le dérapage des finances publiques qui s'est aggravé au cours des derniers mois, des dernières années, quand tout le reste de l'Europe est en train de se désendetter. Nous sommes sortis depuis longtemps maintenant de la crise du Covid et du quoi qu'il en coûte en Europe. Nous voyons bien que tous nos voisins sont en train de retrouver le chemin de trajectoires budgétaires qui sont bien plus saines et plus solides que le nôtre. Et pendant ce temps-là, en France, on voit tous ceux qui ont été au pouvoir au cours des dernières années qui se renvoient la balle et qui semblent être incapables d'assumer la moindre responsabilité. Moi, je crois à la politique. Monsieur Attal, monsieur Darmanin, monsieur le maire, monsieur le maire, madame Borne. Oui. Mais quand on a été au pouvoir, quand on a été en responsabilité, moi, je crois que la politique, ça consiste à assumer les choix qu'on pose, à assumer les convictions qu'on défend, à assumer les responsabilités qu'on prend. Si ils étaient vraiment à ce point certains que la France était en train de déraper, et ils le savaient, ils avaient les moyens de le savoir, alors il fallait le dire. Il fallait même s'en aller. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas prétendre qu'on n'y est pour rien quand on a été à Bercy pendant 7 ans. Ils ont précipité la France dans l'abîme tout en restant au volant de la voiture. Maintenant, on ne va pas regarder indéfiniment le passé. Je crois que c'est important d'être lucide sur les responsabilités. C'est pour ça que j'étais dans l'opposition. Je comprends aujourd'hui que nos alertes étaient fondées. Une partie de votre famille politique est aujourd'hui aux responsabilités. Et donc la question, c'est comment maintenant on redresse la barre. Oui, mais est-ce que justement, est-ce que Michel Barnier va dans la bonne route ? Eh bien, je pense qu'il fait ce qu'il peut avec cette situation terrible. C'est pas la réponse à la question. Est-ce que vous pensez que il a été nommé avec la nécessité de construire un budget en 15 jours. Donc ça ne peut pas être exactement celui qu'il aurait préparé, j'imagine, s'il en avait eu le temps. Moi, je voudrais dire une chose toute simple. Donc vous assumez, je dirais évidemment fondamentalement de droite, ces augmentations d'impôts. Je voudrais dire une chose toute simple. Je comprends la difficulté de l'exercice et je ne veux surtout pas minorer la complexité du moment que nous traversons. Et encore une fois, l'extrême vulnérabilité de notre pays qui impose qu'on fasse rapidement des économies. Mais je crois que devant cette situation, l'impôt n'est pas la solution. L'impôt, c'est le problème. L'impôt n'est pas un remède pour la France. L'impôt, c'est le poison. On est en train de créer plus de problèmes. Et j'assume de dire aujourd'hui que c'est évidemment un risque majeur. On a déjà la moitié des investisseurs qui travaillent en France qui ont diminué
leur projet d'engagement et de développement dans le pays. Clairement la question ce matin sur CNews Europe 1. Est-ce que vous estimez que Michel Barnier est en train d'aggraver la situation par cette avalanche d'impôts? Je le redis, je crois qu'il fait ce qu'il peut. Je pense par ailleurs que quand on entend la gauche et le délire fiscal que proposent les députés de gauche, toutes tendances confondues, on est heureux qu'il y ait à Matignon au moins une rationalité budgétaire plus forte pour rappeler des évidences. Mais encore une fois, je le redis, je crois que c'est un constat qu'on a porté quand nous étions dans l'opposition. On n'a pas le droit de l'abandonner au motif qu'on a aujourd'hui des responsabilités. L'impôt est un danger pour le pays. On a le pays record, il faut quand même le dire, record des prélèvements obligatoires dans l'OCDE. Qui nous regardent et nous écoutent mais en sont conscients. Ils le vivent tous les jours. Je pense à tous ces Français qui vivent dans leur travail de tous les jours, le sentiment qu'on les prive du résultat de leur effort, qui font tenir le pays à bout de bras. On a le pays record. Pardonnez-moi, donc vous dites clairement ce matin, attention, si ce budget avec cette somme d'impôts et d'augmentation d'impôts passe, c'est aussi grave pour le pays. Mais je ne le dis pas que depuis ce matin, je le dis depuis des années, je l'ai redit il y a quelques jours avec Pierre Danon, qui est un chef d'entreprise engagé sur ces sujets qui sont déterminants. On a le pays record des prélèvements sur le travail, record des prélèvements sur le capital, record des prélèvements obligatoires d'une manière générale. Si on considère qu'on peut continuer d'augmenter les impôts, et si même on essaye de justifier ça par un impératif de plus grande équité, alors qu'on a déjà le pays qui redistribue le plus dans toute l'Union européenne, je pense qu'on se fourvoie sur la réalité de la situation économique. Et encore une fois, quand j'entends la gauche, je me dis qu'on a un vrai problème de diagnostic partagé. C'est dans ce contexte que le gouvernement fait face à son premier grand mouvement avec la colère agricole. L'enjeu n'est ni plus ni moins notre souveraineté alimentaire. Face à l'accord du Mercosur, la France, François-Xavier Bellamy, espère toujours rallier certains pays, l'Italie, la Pologne entre autres. Est-ce qu'on peut encore bloquer vraiment la signature de cet accord? Est-ce que vous, l'eurodéputé LR, y croit vraiment? Mais c'est le travail qu'on mène depuis des années maintenant au Parlement européen, d'alerter les Européens. Pour quel résultat? Mais on le verra dans quelques semaines parce que c'est le sujet qui est en cours en ce moment. Et vous le disiez, oui, effectivement, il y a le travail qui se fait au niveau des États membres, des États de l'Union européenne. Mais il y a aussi un travail qui se fait au Parlement européen. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience qu'aujourd'hui, la France est mal placée pour donner des leçons aux Européens sur ce qu'il faut faire en matière commerciale. Parce que, pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, on est tellement peu compétitif, on a tellement mis des boulets aux pieds à nos entreprises, à nos agriculteurs, qu'aujourd'hui, quand on vient voir les Européens en leur disant il faut protéger nos frontières, ils ont le sentiment qu'on cherche d'abord à se protéger de nos propres défauts. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, le vrai problème de cet accord, c'est qu'il reviendrait à imposer, notamment à nos agriculteurs, des normes totalement déloyales, une concurrence complètement déloyale au regard des normes qu'on leur impose. Est-ce qu'on a encore un peu dans ce bras de fer, est-ce qu'on a encore un peu de force pour dire non, on peut bloquer? Et à nous de nous donner les moyens de cette influence. C'est ce que je fais tous les jours au Parlement européen, avec toute notre délégation. Je pense à Céline Imar en particulier, qui défend le monde agricole. Je suis également aux côtés des agriculteurs. Je l'ai été dès le premier jour sur les barrages qu'ils organisaient. Aussi, François-Xavier Bellamy. Mais bien sûr, et Annie Genevard fait un travail très important aussi sur ce sujet. Sophie Primas comme ministre du Commerce extérieur. Donc on est tous engagés sur ces questions déterminantes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin que la France arrivera à bloquer cet accord? Je ne peux pas vous confirmer qu'on y arrivera. Je peux vous confirmer qu'on fait tout ce qu'on peut pour y arriver. Et je crois que c'est possible. C'est pas évident parce que, je vous le redis encore une fois, aujourd'hui, notre pays, il a tellement à se réformer pour retrouver sa crédibilité que on hérite aussi de ce discrédit dont on n'est pas responsable, mais ça n'enlève rien au fait qu'on continuera de faire entendre la voix des agriculteurs en particulier, et aussi de tous les producteurs qui ne veulent pas subir cette concurrence déloyale qui depuis très longtemps a contribué à la désindustrialisation de notre pays. On le sait désormais, Boualem Sansal a bel et bien été arrêté par les autorités algériennes. La France macronito-sioniste s'offusque de cette arrestation, réagissent ces autorités. Boualem Sansal pourrait être poursuivi comme un terroriste pour mise en danger de la sûreté de l'État. Vous avez dénoncé sur X l'intervention lors d'une émission sur le service public, l'émission C'est politique, l'intervention de Benjamin Stora et de Nedjib Sidi Moussa qui ont longuement, dites-vous, attaqué Boualem Sansal. Capable, selon eux, d'avoir blessé le sentiment national algérien. Pourquoi vous en êtes pris à ces deux personnalités, dont Benjamin Stora? Bon, d'abord, une immense inquiétude pour Boualem Sansal et la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et je crois qu'on espère tous qu'il retrouvera la liberté le plus rapidement possible. Et j'espère, j'imagine, je suis sûr que toutes les autorités françaises sont investies pour cela. On organisera sans doute au Parlement européen une discussion sur ce sujet cette semaine pour que l'Europe se mobilise aussi aux côtés de
de cet écrivain. Il incarne la cause de la liberté. Et moi, je voudrais dire, en effet, mon écœurement que l'agence de presse algérienne publie un communiqué insultant pour la France, pour les Français, pour Boualem Sansal. Malheureusement, c'est désolant, mais ça se comprend. Que certains se fassent le relais de la propagande de la dictature algérienne en France, dans nos médias, et en particulier dans des médias de service public, oui, ça a une particulière gravité. Et j'ai été révolté, mais vraiment révolté, d'entendre hier, sur ce plateau de l'émission C'est politique, des intellectuels, des universitaires, qui rivalisaient de critiques à l'égard de Boualem Sansal. Vous avez donc un écrivain qui est en prison, qui a été arrêté arbitrairement par le gouvernement algérien, et ces intellectuels français n'ont rien de mieux à faire que de justifier cette arrestation, alors que, par construction, Boualem Sansal ne peut pas se défendre, il est réduit au silence. La seule chose qu'on devrait dire en ce moment, on peut avoir toutes les discussions qu'on veut, je suis pour la liberté d'expression, sur la vision, sur le projet, sur la théorie défendue par quelque auteur que ce soit, mais quand il a été emprisonné par une dictature, la seule chose qu'on devrait dire, c'est sortez-le de là. C'est un scandale absolu. Et ces gens-là qui se font le relais de la propagande de la junte algérienne dans nos médias portent une immense responsabilité. J'ai l'impression de revoir ce qu'a dû être sans doute le stalinisme, le maoïsme, quand vous aviez des intellectuels français de gauche à Paris qui trouvaient ça tout à fait normal de justifier la persécution que vivaient tant de personnes de l'autre côté du rideau de fer. Malheureusement, ça n'honore pas ni ceux qui parlent ainsi, ni ceux qui les ont laissés parler sans leur objecter pourtant l'évidence. Encore une fois, la seule cause qui doit nous réunir dans un moment comme celui-là, c'est la cause de la liberté, et pour le coup de la libération de Boualem Sansal le plus rapidement possible. Sortez de là, évidemment, on pense à Boualem Sansal et à sa famille. Merci François-Xavier Bellamy.